Bienvenue dans Sportif en boîte. Alors on va vous emmener dans deux vestiaires, un vestiaire sportif bien évidemment, un vestiaire d'entreprise et puis on avait aussi envie avec Agora Media de vous emmener dans le vestiaire de Sportif en boîte parce que il n'y aurait pas Sportif en boîte s'il n'y avait pas une régie, s'il n'y avait pas de la technique, s'il n'y avait pas des humains. C'est aussi une des thématiques que l'on va traiter aujourd'hui. Regardez, c'est pas très compliqué, vous êtes à l'intérieur, là, vous ne pouvez pas être au plus près de ce qui se passe. Alors moi ce que je vous propose, c'est qu'on va y aller, on va lancer le générique. C'est marqué dessus, je ne devrais pas normalement me tromper. C'est parti. Ezeis est heureux de vous présenter Sportif en boîte. Et bien voilà, on est de retour. Alors vous étiez dans le premier vestiaire, il y en aura 3 aujourd'hui. Le premier c'était les coulisses. Et oui, c'est ça aussi la capacité de Sportif en boîte, c'est de vous emmener à l'intérieur, peut-être dans des endroits que vous ne pouvez pas ou vous n'avez pas accès. L'autre objectif, c'est aussi de vous permettre, à un moment donné, d'avoir des échanges, des écoutes entre quelqu'un qui vient du monde du sport et puis quelqu'un qui vient du monde de l'entreprise. Vous allez voir, l'interaction est souvent passionnante. Alors, il y a un sportif qui sera avec nous, c'est quelqu'un qui a gagné 3 fois le bouclier de Brennus, donc je pense que là maintenant vous commencez à comprendre qu'on va parler de rugby, 97, 99, 2001, il y a 2 Coupes d'Europe à son palmarès, 2 Coupes d'Europe néanmoins, 2003, 2005, il est vice-champion du monde en 99, il a écrit un livre qui s'appelle « Mon sang est rouge et noir », vous aurez compris qu'il jouait et qu'il a joué à Toulouse, c'est monsieur Xavier Garbajosa, bonjour. Bonjour Jérôme. J'ai rien loupé? Non, c'est parfait. Juste une chose, Xavier Garbajosa, il a aussi fait les calendriers du stade. Je dis ça pour celles, notamment, qui peuvent nous regarder. Vous pourrez retrouver Xavier dans des postures qui ont fait la gloire du calendrier du stade. C'était il y a 20 ans. Oui, néanmoins. Je ne sais pas, d'ailleurs, je lui poserai la question, si vous voulez. On va peut-être démarrer comme ça. Lui, c'est Benoît Crouzatier, de la société Ezeis. Benoît, bonjour. Bonjour Jérôme. Alors, Benoît, je sais que tu as joué au rugby. Exactement. Calendrier, dieu du stade? Non. Pas voulu, pas... Oh, les bœufs du stade, j'ai fait, mais pas les dieux du stade. Calendrier des pompiers. Alors, juste avant, on va avoir une grosse thématique centrale qui va nous accompagner, qui va vous accompagner, messieurs. C'est la fierté de porter un maillot comme celui de travailler pour une entreprise. Vous voyez un petit peu où est-ce que je veux en venir. Benoît, juste avant, Ezeis, c'est une société de service, c'est-à-dire? Alors, Ezeis, c'est une société de service qui délivre 3 grands services. Le premier, je vais peut-être commencer par celui-là, il n'y a pas d'ordre de prévalence dans ce que je veux dire, mais le premier, c'est tout ce qui va être pilotage, c'est-à-dire la capacité d'Ezeis à accompagner ses clients dans le pilotage des sous-traitants à l'intérieur d'un bâtiment, au service des occupants, bien évidemment. Deuxième métier d'Ezeis qui peut être le service aux occupants, et on va retrouver dans tous les services aux occupants les services de courrier, de reprographie, de gestion des photocopieurs, de la flotte auto, bref, tous les services à destination des occupants à l'intérieur d'un bâtiment. Et le troisième métier qui sont articulés autour du service au bâtiment, avec là 2 grands métiers. Le premier, la maintenance de niveau 1 et 2, c'est-à-dire qu'on va s'adosser à des FMR comme Engie, comme SPI, comme SNEF, comme Bouygues, comme Eiffage, pour intervenir sur la partie multitechnique sans valeur ajoutée, ou en tout cas sans forte valeur ajoutée. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de valeur ajoutée au management de nos collaborateurs et que ce qu'ils font est moins important que ce que font les entreprises de multitechnique, mais on est dans un niveau de technicité moins important. En revanche, la partie savoir-être devrait être beaucoup plus importante. Et la deuxième chose, c'est tout ce qui va être seconde œuvre. Alors, seconde œuvre, qu'est-ce qu'on entend par là? Dans le seconde œuvre, on entend les petits travaux à l'intérieur d'un bâtiment. Si vous avez besoin de repeindre un mur, changer un carrelage, changer des sanitaires, on le fait. S'il faut refaire tout le bâtiment, c'est surtout pas nous. Mais s'il y a des petits travaux à l'intérieur du bâtiment, effectivement, ça fait partie nous. Des services. Tout à fait. Ezeis. Ok. Donc, et c'est pour ça qu'on va parler de cette fierté de porter le maillot, aussi bien dans un club que du côté d'une entreprise. On aura 3 thématiques aussi pour accompagner cette grosse thématique. La première, ce sera une société à mission, c'est ce que vient d'expliquer Benoît à l'instant, mais avec des ambitions.
La deuxième thématique, c'est comment transmettre le sentiment d'appartenance aux collaborateurs, aussi bien du côté rugby, en l'occurrence avec toi Xavier, que du côté de l'entreprise. Et puis on terminera avec, en sport comme en entreprise, l'objectif n'est-il pas finalement de développer les collaborateurs et d'offrir des opportunités de carrière? On y va, on débute avec la première, une société à mission avec des ambitions. Benoît, tu nous as décrit ce qu'était Ezeis, une société de service, l'amplitude proposée. C'est aussi une société à mission. Parce que quand on préparait cette émission, tu m'as dit plusieurs fois, je veux que ce soit une société à mission humaine, RSE, mais avec de l'ambition quand même. Avec de l'ambition, bien évidemment. Première ambition, c'est d'être société à mission, justement. Toi. Et donc, pourquoi société à mission? Ça, c'est notre ADN. Donc, tu l'auras compris, il y a plusieurs entreprises avec lesquelles nous travaillons aujourd'hui. Et le point commun entre chacune des entreprises, c'est vraiment leur ADN et cette capacité à pouvoir développer au sein de ces entreprises une véritable vision qui soit une vision de business durable et soutenable. Pour développer des visions de business durable et soutenable, il n'y a qu'une solution, en tout cas, il y en a plusieurs, mais une, moi, qui me paraît relativement facile et accessible à tous, c'est de devenir société à mission. C'est-à-dire que quand on devient société à mission, on inscrit dans les statuts de son entreprise, c'est-à-dire sortez le cabis de la boîte, il y a dans les statuts très exactement votre mission et votre raison d'être. Et là, vous allez exprimer des objectifs qui sont extra-financiers. Voilà. C'est-à-dire qu'on va considérer à partir de maintenant que, contrairement à ce qu'on pensait dans les années 60 et 80, une entreprise n'est plus là que pour générer du profit. Les années 60-80, c'était quel est le but d'une entreprise où gagner de l'argent et on verra après. Capitaliste, voilà. On se développe, on gagne du pognon et tout ça, c'est super. Ça profite aux actionnaires, ça profite normalement à la classe ouvrière et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait des relations d'interdépendance qui faisaient que ça devenait assez compliqué de continuer dans ce raisonnement. Et surtout que le raisonnement qui consiste à dire je suis prêt à tout brûler sur l'autel de la profitabilité n'est pas le bon. N'est pas le bon. Parce que ça pousse à faire des choix qui ne sont pas durables. Alors, justement, ce que tu dis, et ça m'amène, Xavier, parce que ce qu'il est en train d'expliquer au sein de l'entreprise, est-ce que toi, il y a des éléments, notamment là, ce qu'il vient de dire à la fin, que tu as pu retrouver, parce que tu as fait toute ta carrière au Stade Toulousain, de minot jusqu'au bout, avec, on le sait tous, c'est quand même le club qui a permis de faire éclore des talents comme le tien. Il y avait aussi ce sentiment de mission, avec ambition, bien sûr. Il y a 22 boucliers de Brennus à liste dans l'histoire. Donc, bien sûr qu'il y a des missions. Alors, l'ambition, elle est de gagner un titre. C'est d'être le meilleur club à la fin de l'année. L'objectif de tout club, c'est ça. C'est d'être le meilleur et de gagner. Après, les missions à l'interne, c'est aussi le développement du joueur, en tant qu'homme. Parce que ça reste aujourd'hui un sport de combat collectif, pour lequel il faut aller chercher quelques valeurs cardinales en soi, et c'est un développement personnel. Il y a une éducation, une vraie éducation. Ce sport est vraiment très éducatif, ne serait-ce que sur la solidarité, le partage, le sens du sacrifice, tout un tas de valeurs que l'on retrouve aussi dans la vie de tous les jours. Donc la vraie mission dans notre sport, dans nos clubs, c'est le développement humain de chaque personne. Parce qu'on va essayer, nous, de s'entraîner et de donner le meilleur pour une entreprise, pour un club. Donc ça, c'est la principale mission. Avec comme ambition des objectifs collectifs clairs et définis, c'est d'être le meilleur et de gagner. Ce que dit Xavier, c'est que là, il vient de dire quelque chose. Il dit, nous, en tant que joueurs, donc toi pour tes collaborateurs, c'est de donner le meilleur pour performer. Mais il dit, on a besoin aussi que du coup, on nous donne les moyens. C'est ce que tu disais quand tu dis que mission, c'est ça en fait, c'est de développer, d'accompagner. Mission, il y a l'entreprise à mission en fait, elle donne la vision aux collaborateurs, elle donne la vision et puis elle fixe des objectifs pour la communauté autour de nous qui font que nous on s'engage à améliorer
tout un tas de choses. Après, tout dépend des objectifs que chaque entreprise se fixe, mais nous, c'est très sociétal et très environnemental, et donc de pouvoir améliorer notre impact sur notre environnement. Après, tu as l'ambition. L'ambition, celle-là, elle ne doit pas être moindre parce que tu deviens société à mission. Ton ambition reste la même. Et pour tenir ton ambition, effectivement, comme dit Xavier, bien évidemment, il faut que tu aies l'ensemble des moyens matériels, des formations et des formations et de l'accompagnement et des outils, outils pour pouvoir réaliser cette ambition. Pardon, je te coupe, vas-y. Pour aller un peu plus loin. Pour la même raison qu'aujourd'hui, les clubs ont fait beaucoup d'investissements, notamment sur les structures de travail. Il y a des méthodologies de travail, mais aujourd'hui, on a quand même, on en parlait déjà ici un peu sur la data, mais sur tout ce qui est structure et infrastructure, les clubs se sont dotés aujourd'hui d'outils à la pointe, avec beaucoup d'investissements, pour pouvoir donner un confort de travail à chacun des joueurs, pour travailler le mieux possible, afin qu'ils donnent le meilleur à l'entreprise. Donc ces ambitions, elles sont corrélées tout le temps avec ces missions, quelles qu'elles soient humaines ou qu'elles soient même structurelles. Oui, bien sûr. On va passer à la deuxième thématique maintenant, c'est comment transmettre, parce qu'on a vu mission, ambition, mais comment transmettre le sentiment d'appartenance aux collaborateurs. Alors, Xavier, à Toulouse, par exemple, ou en équipe de France même, comment ce sentiment de porter le maillot, par exemple, on sait qu'il y a marqué « Jeu de main, jeu de Toulousain ». Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu t'es senti, en fait, au-delà d'être né à Toulouse, hein, mais tu aurais pu partir ailleurs, il y a d'autres clubs, d'autres grands clubs qui t'ont contacté à un moment donné, mais qu'est-ce qui fait qu'il y a eu cet ADN à l'intérieur de toi? Je crois qu'il y a deux choses importantes, c'est le plaisir et puis la fierté. La fierté d'appartenir à un groupe quand on se sent bien dans celui-ci, à l'intérieur de celui-ci. Ce sentiment d'appartenance, il est fort. C'est comme si vous étiez dans une famille, comme c'est une relation finalement d'amour. C'est-à-dire que quand, au-delà des hommes qui sont dans ce groupe-là, vous avez une forme de fierté de porter ce maillot ou de défendre le nom d'une entreprise. Mais je crois que la notion propre à chacun, c'est d'avoir du plaisir. Parce que la motivation, elle va aussi d'une forme de valorisation, de reconnaissance. Mais le fait d'avoir du plaisir dans ce qu'on fait, je pense que c'est une motivation qui est importante. Alors le sentiment d'appartenance, on en parlait tout à l'heure avec Benoît, il est difficile aujourd'hui parce que c'est une génération qui évolue, où ils ont d'autres pôles d'intérêt, donc ils sont aussi attirés par d'autres choses. Donc c'est difficile d'avoir, je veux dire, une quelque chose, comment dire, qu'un objectif clair. Ils en ont plusieurs. Mais par exemple à Toulouse, alors je ne suis pas forcément très objectif, je suis né à Toulouse, c'était mon rêve de gamin de jouer à Toulouse. Mais une fois qu'on est dans ce groupe, quelle que soit la catégorie, dans ce club, tout est fait pour se sentir chez soi, tout est fait pour avoir un sentiment d'appartenance très fort, parce qu'il y a aussi une histoire et un héritage. Et cet héritage, c'est même pas un poids, c'est la fierté de pouvoir continuer à écrire l'histoire. Ce qui veut dire, Benoît, que c'est comme dans une entreprise, c'est-à-dire que là, en gros, si je traduis, c'est que l'institution a existé avant Xavier Garbajosa, elle existera après. Bien sûr. Toi, tu as participé à poser ta pierre dans le grand édifice. On est au service de cette institution. Et c'est pareil, finalement, pour toi. Alors, vous avez racheté Ezeis, et là maintenant les collaborateurs, ce sentiment d'appartenance avec tout ce qu'on a développé avant, c'est aussi en fait la même chose, il faut le plaisir en fait. C'est exactement pareil, donc il faut le plaisir, il faut déjà faire partie d'un collectif, on en parlait avec Xavier, mais le parallèle est très fort là sur cette émission entre le monde du sport de très haut niveau et l'entreprise. Il faut déjà que la personne soit dans un collectif. Il faut que ce collectif ait des valeurs, voilà. Et puis après, il faut que le collectif gagne. En fait, si au bout d'un moment tu gagnes pas, tu prends pas de plaisir quand même. Donc, comment tu gagnes? Déjà, tu participes au développement d'une entreprise, donc d'un collectif, puisque une entreprise, c'est des hommes et des femmes derrière. Ça. Deux, tu dois être fier de ce que tu fais. Je travaille pour une entreprise qui délivre soit des produits, soit des services de faible qualité. Compliqué quand même d'être fier le soir quand tu rentres à la maison, de dire je travaille pour eux, ou avec des amis, ou des choses comme ça. Donc il faut gagner avec la forme et la méthode, il faut bien gagner.
faut être fier des couleurs, faut être vraiment dans ce collectif, c'est super important, bien sûr. Et sur ce parallèle-là, finalement, tous les deux, vous rejoignez dans vos univers respectifs sur cette notion de plaisir. Est-ce qu'à un moment donné, toi, dans ta carrière, ça t'est arrivé de voir des collaborateurs, ou plus précisément des copains de vestiaire, mais avoir à un moment donné une intensité un peu plus faible, et puis d'apporter, de réconforter, de dire parce qu'on a vu ton palmarès et on connaît le palmarès de Toulouse, mais il n'y a pas eu que des titres, il y a eu des moments aussi où vous avez été battus, je pense notamment en 98, quand le Stade français vous bat, et met fin à 4 années consécutives où vous marchiez sur la France du rugby. À ce moment-là, il faut retrouver ce fameux plaisir. Bon, déjà, c'est impossible d'être tout le temps en haut, parce qu'il y a toujours une remise en question permanente, et même personnellement, parfois vous surfez sur la vague, tout se passe à merveille, sauf que quand on n'anticipe pas, c'est toujours un peu sinusoïdal. Quand on est en haut, il faut penser à ce qu'on va faire quand on va être en bas pour pouvoir remonter le plus rapidement possible, parce que cette temporalité, c'est ça finalement qui est l'élément central. Sauf que, comme le disait Benoît, c'est ça un collectif. Quand il y en a un qui est moins bien, des problèmes familiaux, des problèmes à la maison, des problèmes de santé, de blessures, parce que ça peut arriver, des émotions mal vécues. Il faut que le partenaire d'à côté, que ce soit des techniciens ou que ce soit dans le sport, ce groupe-là, les autres doivent être capables de tirer vers le haut les autres. Et c'est ça qui est important, parce que bien sûr que sur une saison, qui sont très longues, avec un nombre de matchs, parfois certains joueurs presque 3 compétitions, le top 14, la Coupe d'Europe et l'équipe de France. Donc ce sont des saisons qui sont à rallonge, il est impossible de pouvoir être tout le temps au top. Il y a des moments, des passages à vide. Et c'est là où on s'en remet quand même au collectif. C'est là où on est finalement plus fort à plusieurs, on va plus loin, parce qu'on est toujours en train de s'auto-alimenter dans l'exigence, dans le travail, dans cette capacité de remise en question, et surtout d'entraide. Parce que être seul, c'est dur de se remettre en question, de se motiver, tandis que les autres, à un moment donné, sur la dynamique qui peuvent être elles, quand vous êtes un peu moins bien, votre motivation repart. Et c'est pour ça que le collectif et le groupe, il est, pour moi, hyper important. Juste, Benoît, pour conclure sur cette thématique, avant d'attaquer déjà, malheureusement, parce que le temps est court, mais c'est comme ça, la troisième, c'est passionnant. Ça veut dire que dans une entreprise, vous avez investi, ce que dit Xavier, pour toi, même s'il y a 230 collaborateurs... 230, ouais. Voilà. Bon, sur les 230... Vous savez qu'il y en a qui vont avoir cette capacité à pouvoir aller voir le collaborateur ou collaboratrice d'à côté. Je sais que ça va pas bien en ce moment, tu as des petits soucis. C'est ça aussi l'entreprise. Exactement, c'est exactement pareil, avec des personnes qui sont en pleine réussite sur des durées de 2, 3, 4 mois. Et puis tu sais, on en parlait juste avant, tu sais que ça va retomber. Il n'y aura plus cette chance, enfin pas de la chance, c'est du travail, mais en tout cas la chance n'accompagnera plus le travail, c'est comme ça que j'aurais dû le dire. Sur 1 mois, 2 mois, il faut que les autres soient là, l'accompagnent, le portent, l'aident, le supportent, le repoussent, le reboostent. C'est vraiment une entreprise, c'est un collectif, c'est une famille où on vit tous, c'est une collectivité. On est tous là pour atteindre un objectif précis, donc ça, moi, ma mission, c'est de donner la vision. Et puis après, il y a les équipes qui œuvrent chaque jour, il y a des relais, il y a... voilà, et comme j'espère au Stade Toulousain, moi, l'entreprise ne tient pas à moi. Moi, je suis que de passage dans l'entreprise. Voilà, je ne serai pas éternel. J'aurais bien aimé. Je trouve la phrase belle pour quelqu'un. Moi, je suis là, je suis de passage, donc je vais essayer de donner le meilleur de moi-même dans le temps où je suis là et de former les personnes pour qu'elles puissent me remplacer, me succéder, parce qu'il peut se passer, enfin. Ouais. Donc, là, ce qu'on peut, si on résumait cette thématique, vous l'aurez compris, en fait, il n'y a pas de pyramide avec tout en haut et puis tout en bas. Finalement, il y a un collectif. Dans ce collectif, eh bien, les deux nous l'ont expliqué, que ce soit dans un vestiaire de rugby ou dans le vestiaire de l'entreprise. Eh bien, on construit un collectif. Bien évidemment, il y a les leaders, les meneurs, ceux qui donnent la vision, et puis il y a les missions et donc les ambitions. Troisième et dernière thématique. Alors, en sport comme en entreprise, l'objectif, finalement, n'est-il pas de développer des opportunités de carrière? Est-ce que ça, c'est pas finalement
le but d'une entreprise. Exactement. Alors, c'est exactement le but d'une entreprise. Alors non, le but d'une entreprise est différent, mais c'est notre but au sein de l'entreprise, c'est de développer les opportunités de carrière. Si tu veux avoir des collaborateurs qui sont motivés, il faut que tu leur permettes, surtout dans nos métiers, qui sont des métiers de service, qui sont des métiers qui reposent sur les femmes et les hommes qui nous accompagnent, qui sont des métiers faiblement rémunérés, qui sont des métiers qu'on n'a pas choisis, en tout cas c'est pas un choix, il n'y a pas d'études qui mènent à ça. Si on veut qu'ils soient motivés, au-delà des techniques de management, au-delà de tout, il faut que tu sois en capacité de leur offrir des opportunités de carrière. Il faut qu'ils comprennent que si aujourd'hui ils travaillent bien, que le client est satisfait, demain on va les accompagner pour que s'ils avaient un travail 100, ils auront un travail 120 et 150 et 200. Et ils peuvent se développer au sein du collectif pour prendre plus de responsabilités, une valorisation financière qui soit bien évidemment supérieure puisqu'elle va avec les responsabilités, et voir demain faire partie de l'histoire complète de l'entreprise avec un nom qui est gravé sur un mur, etc., etc. Et ça, effectivement, c'est quand même un des points essentiels au sein de l'entreprise, mais je crois que c'est la même chose également. Oui, les perspectives d'évolution. C'est la motivation de chacun. Pouvoir définir les objectifs personnels. Un garçon qui est jeune, qui arrive un petit peu dans une équipe première, pas lui promettre, parce que finalement ça se gagne, mais avoir une certaine vision avec lui sur les comportements attendus, sur peut-être les matchs qu'il va pouvoir faire, un rôle de capitana, un rôle de leader dans le vestiaire, l'importance dans un groupe. La reconnaissance, elle est importante. Sauf que, contrairement à Benoît, aujourd'hui, sur la rémunération qui sont hautes pour finalement, j'allais dire, quelque chose qui est un peu chronophage, si je puis dire. C'est s'entraîner pour être le meilleur. Sauf que les perspectives d'évolution, elles sont après individuelles. C'est de faire le plus de matchs, être titulaire dans son club, être le meilleur dans son club pour aller chercher l'équipe de France. Donc les perspectives d'évolution, elles sont plutôt individuelles. Sauf que la rémunération, chez nous, ne doit pas être un critère, ou en tout cas un objectif majeur. C'est une récompense, mais par contre, je crois qu'après, ce sont des objectifs personnels qui doivent prendre le pas là-dessus. Est-ce qu'il y a une évolution aussi là-dessus par rapport à, alors, dans l'entreprise, Benoît a expliqué voilà, l'évolution de carrière de 110, 120, 130, 140, etc. Voilà, tu fais évoluer. Est-ce que l'évolution aussi, tu l'as perçue entre toi quand tu étais joueur, maintenant tu es manager? Je rappelle que tu as entraîné La Rochelle, tu as entraîné Montpellier, tu as entraîné Lyon, que tu as emmené à la 3e place du championnat la saison dernière. Si vous regardez le classement aujourd'hui, c'est pas tout à fait la même chose. Est-ce que tu as vu, à un moment donné, une évolution là-dessus, sur ces opportunités de carrière, de développement? Toi-même, le premier, parce qu'à un moment donné, Guy Novès, qui était ton entraîneur, t'a dit, je sens, Xavier, si ça t'intéresse, que tu pourrais devenir entraîneur? Franchement, dans la gestion d'un groupe, il y a 45 joueurs, entre les pros, en tout cas adultes, et les jeunes, donc ça fait beaucoup de personnes. Et la valeur d'un manager, c'est de pouvoir identifier les forces et les faiblesses de chacun et de pouvoir tirer les ressorts de temps en temps. Mais tout cela uniquement dans un objectif de performance collective. Donc c'est d'autant plus compliqué, sauf qu'après vous créez du lien avec certains garçons qui sont des leaders intrinsèques, qui ont du charisme dans une équipe, qui sont écoutés, et pour lequel avec eux, vous pouvez co-construire, non pas un projet, mais une visibilité ou une vision à moyen terme, parce que nous sommes sur les saisons qui sont longues, mais on parle en saison, avec des objectifs toutes les semaines, pour lesquels, en fonction du résultat du match, vous pouvez avoir un peu de répit ou vite avoir la pression. Donc c'est quand même c'est pas simple à gérer toutes les semaines. Mais oui, il peut y avoir des échanges avec des joueurs majeurs, chez les jeunes, là on peut aller sur du moyen terme. Voilà où tu en es aujourd'hui, voilà ce qu'on va mettre en place sur les outils de travail, sur les méthodologies, pour que tu sois là. Par rapport à tes qualités aujourd'hui, voilà ce qui manque pour arriver au haut niveau. Puis après, il y a un facteur chance. Hein. Là-dessus, là, on en parlait tout à l'heure avec Benoît, la blessure, le moment opportun d'être là au bon endroit, au bon moment. Bon voilà, il y a tout un tas de... C'est multifactoriel. Mais il y a... Bien sûr qu'il y a des perspectives d'évolution. Et c'est le plus important parce que ça reste quand même la motivation principale de chacun. Alors,
Avant de se quitter, messieurs, j'ai envie qu'on fasse un parallèle. On va prendre, parce que je pense que même vous qui nous regardez, ça vous parle, vous vous souvenez de 99, ce match mythique France-Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande, intouchable, emmenée par, regretté parce qu'il est décédé, un John Alomu stratosphérique, une équipe qui marchait véritablement sur le rugby mondial. Et puis la finalité, vous la connaissez, l'équipe de France qui réalise l'impossible, c'est-à-dire en s'imposant. Pourquoi je prends cet exemple-là, Benoît? Est-ce que dans l'entreprise, justement, à un moment donné, ça arrive que vous ayez face à vous les All Blacks? Comment, toi, avec tes collaborateurs, tu vas faire pour motiver tes équipes qui, c'est naturel, vont te regarder et te dire ouais, Benoît, t'es gentil, mais là, je ne vois pas comment on peut gagner le contrat, le marché, les mecs sont en place. Faut y croire. C'est la première des choses. Faut toujours y croire. Faut jamais rien lâcher. Faut toujours te battre. Et tant que c'est pas fini, tant que le coup de sifflet final il est pas sifflé, t'as pas perdu. T'as pas perdu. Et en entreprise, c'est vraiment ça. C'est tu ne peux pas abandonner. T'as pas le droit d'abandonner. Si toi leader t'abandonnes, c'est tout le reste qui tombe. Donc tu n'as pas le droit d'abandonner. Tu dois définir une stratégie claire de quels sont tes points forts, quels sont leurs points faibles, voilà. Quels sont tes points faibles et leurs points forts aussi, pour te défendre un peu. Et puis ensuite, mettre tout en musique et ne jamais lâcher. Jamais, jamais, jamais. L'état d'esprit, c'est primordial. C'est primordial. Nous, on s'inspire beaucoup de Xavier et de tout le monde du rugby sur l'état d'esprit. Ne jamais rien lâcher. Jamais. Jamais. Ça va pas, c'est pas grave. On avance, on avance, on avance. On doit avoir cette fierté à la fin, gagner ou pas. Il faut qu'on ait ce sentiment qu'on a tout donné. On a tout donné. Voilà. On ne doit pas avoir honte. On ne doit pas se dire, on peut plus se regarder. Non, on doit être fier de nous. Oui, et puis l'exemplarité du leader, on en le disait. Si lui-même, il n'y croit pas, si les gens qui vous dirigent croient à moitié, il y a quand même aussi après un phénomène où il y a une communication non verbale qui se transmet. Mais c'est vrai que pour avoir de la motivation, si le leader est motivé avec une forme d'exemplarité, je crois que tout le monde se met dans le siège. Et juste pour finir là-dessus, 99, ce fameux match, c'est quoi? C'est le collectif qui a cru à un moment donné? De toute façon, toutes les victoires ou les défaites, on gagne, on perd ensemble. Sur ce match-là, il y a quelque chose d'irrationnel parce que on sortait d'une Coupe du Monde, un début de Coupe du Monde un peu chaotique, on n'était pas dans notre jeu. On a eu la chance quand même de se qualifier en demi. Et quand on sait qu'on va jouer les Blacks, eu égard au niveau qui était le leur, vous avez bien compris qu'on avait zéro chance. Bon, une chance sur 100, puisqu'il y a toujours une chance. Sauf que finalement, l'orgueil, l'ego des uns, le fait d'entendre que même les médias français, britanniques, pariaient sur quel a été le grand écart entre eux et nous, au niveau de points, on n'avait finalement pas grand-chose à perdre. Et là-dedans, c'est que nos leaders, un Raphaël Ibanez, qui était capitaine à l'époque, ou un Fabien Pelous, nous avaient réunis la veille du match pour finalement discuter de tout ça, extérioriser un petit peu ce doute, cette appréhension, en nous montrant qu'on n'avait rien à perdre et qu'on avait tout à gagner. Et que finalement, ensemble, on serait bien plus fort. Et sur ce match, il y a eu quelque chose d'irrationnel qui s'est passé. Il y a eu une osmose, il y a eu quelque chose dans les vestiaires, comme si on était dans une bulle et on était entre nous. L'histoire retiendra que ça a basculé pour nous, mais ça reste un des moments sportifs qui reste exceptionnel dans nos mémoires, parce que voilà, la magie a opéré. Et on est sorti vainqueur de ce match-là. C'est pour ça que rien n'est impossible, comme disait Benoît, il suffit d'y croire. Bah, ils y ont cru, il y a cru, en tous les cas, tout au long de sa carrière. Benoît, je voudrais terminer avec toi. Par rapport à Ezeiz, donc on a bien compris, mission, ambition, faire avancer les collaborateurs, leur proposer des opportunités de carrière, et puis, donc se battre, ne jamais renoncer. Si tu devais là définir ce que Ezeiz, dans ta vision que tu as toi, sera dans 5 ans, par exemple. Ouais, dans 5 ans, c'est peut-être un peu loin, mais en tout cas, dans 3-4 ans, Ezeiz sera bien évidemment une société à mission confirmée, ça c'est une certitude. Reconnue, moi j'ai vraiment cette volonté de faire d'Ezeiz l'entreprise leader, non pas en matière de chiffre d'affaires ou autre, mais leader dans la reconnaissance que le marché lui apportera comme étant
la boîte, ou en tout cas une des boîtes les plus sérieuses. Une boîte de qualité, qui fait bien son boulot, des collaborateurs où il n'y a pas trop de turnover, qui sont bien formés, toujours au service du client, avec une seule réponse qui est oui monsieur le client, et on avance, et on avance, et on avance. Voilà, c'est vraiment cette idée de la défense de la marque, du maillot, du service client. Voilà, c'est ça qui me plaît, c'est vraiment ça. Et ensuite, en matière de chiffre d'affaires, allons frôler les 70, voire 100 millions d'euros à 5 ans, paraît pas complètement fou, si on est en capacité d'avoir les meilleurs collaborateurs à nos côtés. Et ça dépend que de nous, tu vois, donc plutôt pas mal. Un alignement pour finalement bien s'offrir le droit, non pas de rêver, mais de toucher du doigt l'ambition souhaitée au départ. En tous les cas, merci à vous deux. Merci Benoît de la société Ezeis. Merci Xavier. Merci à vous d'avoir été avec nous. C'est la fin de ce numéro de Sportif en boîte. Vous avez vu, il y avait 3 vestiaires. La prochaine fois, peut-être qu'on en mettra un 4e, je sais pas, on va voir. On va en discuter avec les équipes. En tous les cas, ça aura été encore un très grand moment. J'espère que vous aussi, vous avez pu déceler, prendre des éléments d'information qui peuvent vous servir au sein de votre entreprise. Merci d'avoir été avec nous. À bientôt. Ezeis a été heureux de vous présenter Sportif en boîte.